Il y a plusieurs manières. Une première manière est qu'un média peut être créé par un investisseur, un homme d'affaires qui a envie de lancer son propre média. Donc, il injecte ses propres fonds, il crée le média. Il y a des médias qui sont créés par des hommes politiques, donc c'est aussi de l'argent apporté de l'extérieur. Il crée son média. Il y a des médias qui sont dits communautaires et là, en fait, ils sont financés avec de l'argent qui provient de revenus issus de communautés. Un village, un groupe, une association lève des fonds en interne au sein de l'association pour créer un média. Et il y a des médias d'État, donc on les appelle médias d'État, mais c'est censé être des médias publics qui sont créés et financés avec l'argent public qui appartient à l'État. Et il y a des médias qui sont en fait des médias dits d'acteurs de coopération, donc qui sont financés, créés avec de l'argent qui vient de bailleurs de fonds de la coopération internationale. Quand il y a eu la libéralisation du secteur des médias en Afrique, on a créé des médias dits indépendants, dans le sens où ils n'étaient pas créés par l'État, ils n'étaient pas non plus créés par un organe de coopération. C'était des médias généralement créés par des entrepreneurs ou aussi des personnes qui étaient porteuses de combats politiques. Donc ces médias ont été dits indépendants, dans le sens où ce n'est pas l'État. La question de l'indépendance, elle est toujours un peu compliquée parce qu'ils sont indépendants parce qu'ils ne sont pas créés par l'État, mais sont-ils réellement indépendants dans le sens où ils sont peut-être subordonnés aux intérêts de ceux qui les créent? Et ceux qui les créent, donc, c'est soit les intérêts de l'argent, parce que c'est peut-être des hommes d'affaires influents, ça peut être des intérêts d'un parti d'opposition ou d'un pouvoir d'opposition. Donc, sont-ils vraiment indépendants? On retombe dans des questions d'argent. Avec toutes les questions de développement, de démocratie, il y a eu des médias donc, qui sont créés par je prends un exemple, un organe de coopération ou des ONG ou des médias comme ceux de la Fondation Hirondelle qui sont créés avec un argent public mais qui n'est pas lié. C'est-à-dire que c'est un argent qui vient d'un donateur avec une certaine éthique, avec certaines valeurs. Donc ces médias sont indépendants dans le sens où il n'y a pas de contraintes immédiates liées à l'argent qu'ils ont. Et aussi avec un mode de fonctionnement qui se veut, avec des règles de fonctionnement qui sont telles qu'il n'y a pas d'interférence dans la production du contenu qui est réalisé par ces médias. Donc, c'est des médias qui sont plutôt dirigés vers l'intérêt des citoyens. Et de ce point de vue, on les considère comme indépendants. Il y a une différence, je dirais peut-être malheureusement dans les contextes en Afrique où nous sommes, c'est-à-dire que le média d'État, c'est un média qui est censé refléter la diversité du paysage culturel, du paysage politique, du paysage sociologique, toutes les régions, toutes les langues. Il se trouve que pour des raisons politiques, parfois ces médias qui sont donc l'organe d'État ne remplissent pas cette mission publique, de service public. Donc, l'État, c'est la puissance publique, mais le média n'a pas cette vocation publique dans le sens où il va plutôt servir un gouvernement ou un pouvoir qui est dominant à ce moment au détriment de l'idéal de toute la diversité du pays, toutes les langues, toutes les communautés. Donc il y a effectivement cette différence et de ce point de vue, on peut avoir des médias qui sont financés par des acteurs individuels, un homme d'affaires, une coopération, là ce n'est pas un acteur individuel, mais une coopération qui ont cette vocation de service public dans le sens où ils s'efforcent de servir vraiment toute la communauté, toutes les tendances politiques, toutes les tendances culturelles, mais ne sont pas des médias d'État. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la presse écrite, à l'écrit. C'est des niveaux d'illettrisme ou d'analphabétisme qui fait que la radio reste un des médias sur lequel on va le plus facilement se diriger pour avoir cette information, notamment dans les zones rurales qui sont quand même la majorité de ce qu'on trouve dans ces pays-là.
Il y a la radio, il y a la presse écrite avec une très très faible pénétration, avec un coût d'accès plus élevé, il faut acheter le journal, ce qui fait que par exemple beaucoup de personnes se contentent de lire le titre de une qui est affiché chez le vendeur, mais le titre de une, il est très souvent racoleur et il ne donne pas vraiment de l'information de fond. Et que même s'il y avait la possibilité d'aller à l'intérieur de l'article, on verrait bien que ces médias n'ont pas les moyens de réaliser une enquête sérieuse ou un article sérieux, donc on reste toujours assez peu informé. Donc il reste la radio, avec aussi une facilité d'accès, parce que souvent les radios diffusent en langue locale. Donc il y a ça comme moyen de s'informer. Il y a de plus en plus dans les villes l'information qui est recherchée sur les réseaux sociaux, les sites internet, avec la difficulté pour ces citoyens-là de faire la part des choses entre une information sérieuse qui vient d'un site internet, entre ce qui paraît comme information mais qui est diffusée sur Facebook, Twitter et qui est pris comme pour argent comptant, quoi. Donc ça reste assez compliqué. Il y a les bailleurs, comme on dirait, bilatéraux, donc une coopération entre États. Il y a les institutions multilatérales. Donc dans les multilatérales, il y a l'Union européenne, souvent qui finance, qui appuie des médias existants. Il y a aussi les institutions onusiennes, il y a certains médias qui reçoivent de l'argent du PNUD, ce type de structure. Et l'UNICEF, par exemple, donne de l'argent aux radios pour certains types de contenus, mais parfois aussi pour la subsistance de ces médias-là. Il y a de l'argent qui doit venir du pouvoir public dans le cadre de l'aide à la presse, parce qu'il y a des législations qui existent dans certains pays pour l'aide à la presse. Ce n'est pas toujours respecté et les critères de distribution de cette aide à la presse sont parfois contestés dans certains pays. Donc c'est ça un peu les sources. Il y a aussi la source on va dire, du marché. Les fondations, il y a des fondations et une des fondations, par exemple, très active aussi, c'est Open Society, la fondation Soros. Il y a aussi la fondation Bill et Melinda Gates, notamment dans le cadre de certains contenus sur la santé. Pour un média, la question de la redevabilité elle est essentielle. Il y a déjà une redevabilité vis-à-vis du consommateur du média. Donc, la personne qui vient vers un journal, une radio, elle a besoin d'informations. Il faut qu'on puisse, le média doit pouvoir dire, je fais un travail au service de cet auditeur, de ce citoyen. Il y a une question de redevabilité dans la gestion. Vous n'allez pas, si c'est un média indépendant, il est redevable vis-à-vis de son conseil d'administration, s'il est financé par des fonds privés, s'il est financé par des fonds publics, donc comme les coopérations, il doit rendre des comptes. Si c'est un bailleur, il a des comptes à rendre en termes de gestion. Est-ce que l'argent a été utilisé pour faire les programmes pour lesquels on a reçu cet argent? Il doit rendre des comptes aussi en termes de résultats. L'argent a été utilisé pour faire ces programmes. Mais est-ce que ces programmes ont eu un effet voulu par rapport aux objectifs qui étaient recherchés? Donc il y a cette contrainte effectivement de redevabilité. La mesure de l'audience et du degré de satisfaction des auditeurs, elle est très, très compliquée dans les pays où nous sommes en Afrique. Une des premières raisons, c'est que les médias, certains médias, notamment avec la radio, veulent garantir une position de domination, une position dominante. Donc, elles vont souvent dire on est le média numéro 1 parce que ça permet d'attirer certains annonceurs et ne vont pas nécessairement avoir intérêt à ce qu'il y ait des mesures d'audience qui vont montrer que cette position dominante n'est pas tout à fait celle-là. Donc, il y a cette question de volonté. Il y a cette question aussi de ressources. Ça coûte cher de faire des mesures d'impact, des mesures d'audience. Il n'y a pas beaucoup de médias qui ont objectivement les moyens de dépenser de l'argent et ceux qui ont les moyens ne veulent pas nécessairement mettre cet argent là-dessus. Donc, il n'y a pas non plus aussi une culture je dirais de la transparence, hein. Par contre, les médias qui reçoivent des subventions, notamment dans le cadre justement de coopération, de bailleurs, ces médias, ils sont souvent tenus de montrer l'impact. Si je prends l'exemple d'un média comme celui de la Fondation Hirondelle qui propose un programme d'information, il faut qu'à un moment donné, il puisse montrer que non seulement il a atteint des populations, mais que cette information, elle a été utile.
Donc, il y a des méthodologies, effectivement, qui existent et il y a des cabinets, des chercheurs, des structures qui sont spécialisées dans la mesure d'audience et on peut, d'une manière plus ou moins complète, parce qu'il faut voir aussi souvent les échelles, on peut à certaines échelles, dans certaines régions, dans certains contextes, sur certains contenus précis, engager des études qui vont permettre de montrer soit combien de personnes ont suivi un programme, et aussi à côté, est-ce que ce programme a vraiment contribué à quelque chose de différent dans la vie, dans la situation des personnes qui l'ont écouté. Oui, il existe des écarts effectivement entre les attentes d'un bailleur ou d'un grand fonds de coopération et la réalité dans le sens où souvent le mécanisme de financement obéit à un cadre idéal. On a un cadre logique de projet avec un certain nombre d'activités à mener avec l'idée qu'elles vont conduire à un certain résultat. Mais les conditions de mise en œuvre sont souvent telles que oui, il y a des écarts. Un exemple très simple, on se dit on va travailler avec, on va renforcer 50 radios dans une région donnée du Kasaï, par exemple en RDC. Renforcer des radios parce qu'on veut avoir plus d'informations de qualité pour les populations. Mais dans ces radios, en fait, certaines appartiennent vraiment à un acteur politique local. Certaines appartiennent à une confession, une congrégation religieuse et commence à se poser la question, va-t-on travailler avec cet acteur politique, avec cette radio qui est vraiment très, très politisée? Si on ne travaille pas avec cette radio et qu'il y en a plusieurs autres dans la même situation, on se trouve, par exemple, on avait dit 50 radios, mais on peut ne plus finalement travailler avec 50 radios, mais avec une trentaine seulement. Ça veut dire aussi qu'on touche un plus petit nombre de populations que ce qu'on avait prévu au départ du projet. On doit parfois choisir, on doit prioriser. Si on privilégie la population, on peut être amené à travailler avec une radio qui, dans sa structure, dans son mode d'appartenance, dans son mode de gouvernance, ne répond pas à des objectifs idéaux en termes de gestion. Le financement bailleur inscrit une fragilité dans le sens où vous avez des financements tant que les priorités du bailleur sont soit sur le secteur médiatique, soit sur le pays dans lequel vous êtes, ou les deux. Donc, dans certains pays, à certains moments, toutes les priorités, elles sont sur le renforcement de la société civile, sur le renforcement du dialogue, de la démocratie, du débat public. Et là, vous avez la possibilité de financer des médias. Parfois, vous avez cette priorité, mais le bailleur change de pays. Le Niger ou la RDC ou la RCA ne sont plus une priorité pour quelqu'un qui, il y a juste que 2 ans, c'était un de vos plus gros bailleurs. Donc, vous avez vraiment cette fragilité sur la perte de financement. Un investissement à court terme. Voilà, c'est ça, un investissement à court terme parce que du jour au lendemain, votre source de financement, elle disparaît. Donc ça, c'est un des points faibles. Le deuxième point faible, ça peut être aussi des agendas orientés. Il y a un corpus de valeurs démocratiques auxquelles on adhère tous, mais parfois, il y a des sujets sur lesquels, même si on adhère, peut-être que le sujet est un peu trop, n'est pas encore assez mûr et encore trop sensible pour un contexte donné. Là, je vais vraiment aller sur un sujet un peu provocateur. Il est arrivé de travailler sur des questions de droits humains. Dans les droits humains, il y a le droit à la différence sexuelle. Donc, toutes les questions LGBTI, par exemple. Il y a environ 5-6 ans, beaucoup de financement sur cet axe droits humains, mais avec cette composante lesbienne, gay, homosexuelle. Et parce qu'il y a des pays dans lesquels ça se pose, il y a ce problème de discrimination qui se pose, ou même d'attaque, de harcèlement, de persécution, de violence. Et partant de l'idée où c'est inacceptable, quelle que soit l'orientation sexuelle de la personne, quelle que soit sa race, quel que soit son genre, on ne peut pas persécuter les gens, quelle que soit sa religion. Partant de ce principe, on est tous choqués que certaines personnes soient persécutées à cause de leur orientation sexuelle. Donc il y avait beaucoup de financement. Comment, dans un contexte où vous sentez que vous-même en tant que média, vous pouvez être menacé si vous traitez cette question, comment vous composez? En même temps, vous avez besoin d'argent, mais vous voyez qu'il y a quand même une très forte pression à produire ce type de contenu. Ça peut être, c'est une des contraintes. Il y a des thèmes qui sont apparemment pas difficiles, par exemple la question des droits des femmes.
dans des pays, ce n'est pas un thème a priori compliqué, mais dans des pays très très conservateurs, ça peut être une question difficile à aborder où parfois l'entreprise de presse médiatique n'a pas nécessairement les ressources intellectuelles, journalistiques et le soutien aussi des autres acteurs de l'environnement social ou organisationnel ou autres coopérations pour avancer. Les éléments positifs quand même, c'est quoi? C'est que d'une manière ou d'une autre, ces coopérations, même quand elles ont un agenda, même quand elles ont un sujet qu'elles veulent avancer, elles sont elles aussi comment dire, soumises à un impératif de liberté, à un impératif de démocratie. Donc, quelque part, elles ne vont pas pouvoir assumer le fait d'imposer quelque chose. Donc, vous avez une marge de manœuvre dans laquelle vous pouvez jouer. L'avantage aussi, c'est que ça vous donne une certaine indépendance, malgré tout. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui vient de coopération avec un mandat qui correspond à vos valeurs de servir le citoyen. Donc, vous avez cette indépendance, vous savez quand même que vous n'avez pas la pression d'un homme politique ou d'un entrepreneur qui dit « moi, je veux du chiffre, ce sujet n'est pas vendeur ». Je me souviens, il y a quelques années, on traitait beaucoup de questions sur d'autres projets VIH-Sida. Et un journaliste disait, mais les gens disent, mon chef me dit, mais le sida, ça ne vend pas. Quand on a un agenda bailleur, on peut vraiment aller chercher des sujets d'utilité publique qui finalement se rend compte qu'ils sont aussi vendeurs, mais on a cette latitude de pouvoir travailler le sujet, de pouvoir avoir le temps de le mûrir qui n'existe pas et de donner un produit qui finalement il va être très très vendeur, même si ce n'était pas un sujet vendeur au départ. Si on n'a pas cet argent, on n'a pas cette liberté d'aller chercher, de creuser, d'avoir vraiment quelque chose de qualité.